Voilà, donc merci à tous d'être présents sur ce webinaire qui est co-organisé par le groupe francophone des pathogastro, entérologie et nutrition pédiatrique et l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Ce webinaire fait suite à une campagne européenne de communication qui a démarré au mois d'avril et qui était destinée à informer et sensibiliser sur les douleurs abdominales fonctionnelles de l'enfant. Elle implique 19 pays européens par leur société de pédiatrie ambulatoire et également de médecine générale et par leur société nationale d'hépato-gastro-entérologie et de nutrition pédiatrique, le tout sous le chapeautage de l'ESPEGAN, qui est la société européenne. Donc, cette campagne a démarré dans tous les pays en même temps le 8 avril. Elle se terminera au 1er juillet 2024, mais après, on va quand même continuer à diffuser les messages d'information et de sensibilisation. Il y avait deux grands axes sur cette campagne. C'était d'abord informer les médecins pédiatres et les médecins généralistes de premier recours à la prise en charge des douleurs abdominales, sensibiliser les familles sur les symptômes des douleurs abdominales, leur diagnostic, leurs conséquences et les prises en charge possibles. Il y a eu différents modes de communication actuellement en cours pour la campagne en France, qui sont relayés par les médias et les réseaux sociaux, mais également sur le site du groupe francophone, sur le site de l'AFPA, et il y a eu un article dans le quotidien du médecin. Les douleurs abdominales fonctionnelles, c'est un peu notre pain quotidien, hein, parce qu'en consultation, on voit quand même beaucoup d'enfants et même quand on ne les voit pas que pour ça, il arrive sur les consultations pédiatriques annuelles que les parents nous disent Ah, au fait, docteur, je ne vous ai pas dit, mais il a mal au ventre à peu près tous les jours. Donc, ça représente une forte prévalence. Environ 30% des enfants se plaignent de douleurs récurrentes. Ça a un coût en santé publique avec des consultations multiples, des examens biologiques, des examens radiologiques. Quid de savoir lesquels on fait? Ça entraîne des consommations de médicaments qui sont parfois non adaptés. Ça entraîne un absentéisme scolaire. Ça a un impact sur la qualité de vie de l'enfant. Et la moitié des enfants qui présentent des douleurs abdominales fonctionnelles présentent une forte anxiété. Donc, ça a quand même un retentissement assez important. L'Europe, donc l'ESPEGAN, nous a fourni du matériel à diffuser. Donc ce matériel, il est téléchargeable sur le site de l'AFPA et également sur le site du groupe francophone. Ce sont des posters. Ces posters peuvent être imprimés et affichés dans les salles d'attente des consultations. Et ensuite des brochures qui sont destinées à l'information des familles, les parents et les enfants concernant les douleurs abdominales. Après le 1er juillet, on va quand même continuer de diffuser et d'utiliser effectivement ce matériel qui nous a été fourni par l'Europe. J'en dis pas plus pour l'instant. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et en fin de session, vous aurez un QR code que j'essaierai de vous transmettre afin de répondre à un questionnaire de satisfaction. Ça vous prendra quelques minutes, mais c'est important de faire un retour pour améliorer les sessions, mais également éventuellement en programmer d'autres. Voilà, je laisse maintenant la parole à nos deux experts. Merci Sandra. Alors, je vais partager notre PowerPoint en grand écran. Vas-y, Marc, je te laisse commencer. Tu vas bien? Bah ouais, ça va. Et toi? Bon, eh bien, on va ensemble essayer d'atténuer toutes ces douleurs et pourquoi pas aller vers le sud, vers Rome, là où sont diffusés ces critères qui vont permettre d'avoir une terminologie la plus précise possible sur les troubles fonctionnels intestinaux. Donc, c'est vraiment à Rome que ça se passe. Et comme tous les chemins mènent à Rome, on va ensemble essayer de mieux déterminer tout cela en passant par la pratique. Alors, c'est un petit peu institutionnel de commencer avec des QRM, mais c'est assez intéressant et on n'a pas voulu que vous votiez pour que la soirée ne soit pas terne, vous voyez, et que vous disiez pas, oh là là, où j'en suis. Parmi les signes suivants qui accompagnent les douleurs abdominales chroniques, lesquels
vous oriente fortement vers une cause organique à explorer et où vous allez faire des examens dans tous les sens. Est-ce que le fait qu'il y ait des douleurs articulaires, j'appuie sur la case examen complémentaire, des douleurs nocturnes, des douleurs sources d'absentéisme scolaire, des vomissements, pour du sang dans les selles sans fissure anale. Je pense que ça se passe de commentaires. Je vous laisse 2, 3 secondes pour que vous fassiez un petit peu je coche pas dans votre tête. Et évidemment, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Prise en charge des douleurs abdominales fonctionnelles parmi les traitements suivants, lesquels ont démontré une efficacité statistiquement significative dans la prise en charge des douleurs abdominales fonctionnelles. Le fluoroglucinol, j'ai mis son nom parce que souvent le nom générique, ça ne nous parle pas. Qui n'a pas prescrit de Spasfon à un de ses patients? Le paracétamol, l'hypnothérapie, le placebo, est-ce que ça se prescrit du placebo? Et un régime alimentaire spécifique. Je vous laisse encore quelques minutes. Et là, vous vous dites, honnêtement, je suis sûr d'avoir bon. Eh bien, on va voir ensemble à travers l'histoire de Floriane. Floriane, qui est une parmi tant de patientes que vous avez dans votre patientèle avec des douleurs abdominales qui évoluent depuis plusieurs jours. On l'a essayé, le paracétamol, le fluoroglucinol, et puis à un moment on a dit bah, c'est parce qu'elle est constipée, puis après c'est parce qu'elle a eu une gastroentérite, et puis mais la mère elle en peut plus parce qu'elle va de moins en moins à l'école, et puis surtout, elle a une douleur qui est extrêmement intense, et elle vous signifie, avec une certaine violence, je dois dire, et une agression verbale non dissimulée, mais avec la douleur qu'elle a, docteur, elle doit bien avoir quelque chose. Et là, rien que le fait que je vous en parle, je me sens un petit peu percuté par la violence verbale de cette maman. Eh bien, que les choses soient clairement dites, que les choses soient clairement dites, l'intensité de la douleur n'est pas un signe d'alerte. Je dirais même plus que plus la douleur est signifiée avec des termes fonctionnels comme invivable, épouvantable, il y a des vers qui sortent, il y a des choses qui sont absolument intenses, avec une maxi, avec une, j'en perds mes mots tellement ces douleurs sont absolument insupportables. Eh bien, plus ces douleurs sont signifiées comme ça, plus ces douleurs sont d'origine fonctionnelle. C'est un petit peu comme la fièvre. L'intensité de la douleur n'est pas proportionnelle à la gravité de sa cause. Il y a des températures à 40 qui sont d'origine virale et à 38,2 qui sont des méningites bactériennes. C'est exactement la même chose pour les douleurs abdominales. Donc, ne soyons pas noyés et poussés dans nos retranchements par la description intense de douleurs abdominales chez les mamans qui vivent, parce que souvent elles vous disent, il m'a fait des douleurs, pas possible. Et donc par rapport à ça, référons-nous à les critères de Rome et en particulier ce qu'on appelle les red flags, les critères d'alarme. Alors Camille, quels sont-ils puisque l'intensité de la douleur n'en est pas un? Alors, effectivement, l'intensité de la douleur n'en est pas un, et ça, c'est quand même assez déstabilisant pour les familles, mais aussi pour nous, finalement, parce que qu'est-ce qu'on va répondre à ces familles? La localisation de la douleur aussi peut quand même nous orienter, notamment si elle est continue et si elle n'est pas périombilicale, hein. Les enfants, quand on leur demande où ils ont mal, en général, ils touchent avec leurs mains le milieu du ventre. C'est vrai, quand on a des douleurs un petit peu plus localisées, il faut se méfier, même si on peut aussi avoir des douleurs à différents endroits d'origine fonctionnelle. Il y a certains symptômes digestifs qui doivent quand même alerter, hein, l'existence d'une diarrhée, le sang dans les selles dont on a parlé tout à l'heure, l'odynophagie, la dysphagie, tout ça fait quand même se poser quelques questions sur une cause organique. S'il existe de la fièvre, une éruption cutanée, des arthralgies qui sont dans les signes d'alarme des critères de Rome, des aftes, si l'enfant a perdu du poids,
s'il a du mal à grandir, et puis toute anomalie d'examen clinique en plus d'éventuels antécédents familiaux de maladies digestives. Marc l'a dit, l'intensité de la douleur n'est pas corrélée à une cause organique. Et donc, dans cette jolie étude parue dans le Journal of Pediatrics, ils avaient regardé finalement quelles étaient la différence de présentation entre des patients qui avaient une douleur abdominale fonctionnelle et des patients qui avaient une maladie de Crohn. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que le fait de se réveiller la nuit, par exemple, les douleurs nocturnes, alors qu'on pourrait croire que bah, c'est plus grave, et ben en fait non, pas spécialement. Alors c'était pas significatif, mais c'est même presque plutôt en faveur d'une cause fonctionnelle. Donc, tu veux me dire que l'enfant qui se lève la nuit et qui a mal au ventre, c'est plutôt rassurant. Bah ouais, ça paraît bizarre comme ça, hein, Ah non, mais mais il faut le dire, faut le dire, faut le dire. En revanche, le sang dans les selles, ça, on est tous d'accord. Là, il faut se poser des questions. Le fait d'avoir des vomissements associés, là aussi, finalement. Alors, on a quand même dit tout à l'heure que l'odynophagie, la dysphagie, là, il fallait se méfier. Mais le fait d'avoir des vomissements, donc on ne comprend pas forcément toujours la cause, ça peut être plutôt en faveur de douleurs abdominales fonctionnelles. Rappelons que l'odynophagie, c'est donc une douleur à la La déglutition. déglutition. La dysphagie, c'est une douleur et une sensation de blocage, hein. Exactement. La fièvre, là, quand il y a de la fièvre associée aux douleurs abdominales, il faut se méfier aussi, hein. La perte de poids, les difficultés à prendre du poids. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve bien dans les critères de Rome. En revanche, les douleurs articulaires, là, bah, ne ressortaient pas dans cette étude, hein. Donc c'est pas parce qu'il y a des douleurs un peu diffuses. Alors on parle pas d'arthrite, hein, mais on parle de douleurs au niveau des genoux, pas toujours très très bien localisées. Là, ça va souvent dans un contexte de douleur abdominale fonctionnelle, en tout cas d'une cause fonctionnelle assez douloureuse. Alors, tout à l'heure, Sandra en a parlé rapidement, mais c'est vrai qu'une des grosses difficultés de ces douleurs abdominales fonctionnelles, c'est leur retentissement, et en particulier l'absentéisme scolaire, qui parfois est très très important et qui est parfois le symptôme majeur en fait, hein, avec des parents qui sont appelés tout le temps, voire même des enfants qui vont plus du tout à l'école dès qu'ils se sentent pas bien le matin, ils n'y vont plus et on a du mal à les rescolariser. Donc là, on voit des chiffres qui viennent d'enfants qui sont vus en consultation spécialisée. Ils sont quand même très, très impressionnants. On est presque à 2 tiers des patients qui ont un absentéisme scolaire plus d'une fois par mois. C'est considérable. Donc, il faut vraiment essayer de répondre à cette détresse. Donc, pour reprendre nos critères tout à l'heure, l'arthralgie, ben, à prendre avec des pincettes, hein, on ne va pas tout le temps s'alarmer, même si effectivement il peut y avoir des arthralgies dans des causes organiques, en particulier dans les Mickey. Et puis il faut se méfier aussi de l'atteinte oropérinéale, hein, s'il y a des lésions périnéales associées. Là aussi, il va peut-être falloir aller plus loin dans les investigations et se demander s'il n'y a pas une maladie inflammatoire du tube digestif sous-jacente. Et donc, si on reprend l'histoire de Floriane, l'examen est rassurant. En fait, l'intensité de ses douleurs, une fois qu'on a expliqué à la maman qu'elle a vraiment mal, ne disons jamais ensemble, hein, et ne dites jamais, évidemment, sur des douleurs, ce n'est rien, ou elle fait du cinéma, ou évidemment, la douleur est une réalité, mais ce n'est pas son intensité qui va nous orienter vers une étiologie organique. Et là, la mère, qui est toujours inquiète, malgré votre discours rassurant, dit, mais comment être certain qu'il n'y a rien de grave? Est-ce qu'on ne pourrait pas prescrire une imagerie ou un bilan sanguin? Et c'est là où c'est compliqué d'être docteur. Là, je sors après une journée de consultation harassante cet après-midi et effectivement, parfois, on a envie de lâcher prise. Et je rappelle qu'il est beaucoup plus dur de ne pas prescrire que de prescrire à la fois des bilans et à la fois des traitements dont on ne connaît pas l'efficacité exacte. Toujours est-il que j'avais bien aimé cette citation de la Société américaine de pédiatrie qui avait dit que parfois les tests, ça rassure les patients, mais aussi les parents et aussi les cliniciens, hein, sur l'absence de maladies organiques sous-jacentes.
Et donc là, je dois le dire, eh bien, le médecin en question a cédé et a fait une numération, une CRP qui a stigmatisé l'absence d'inflammation. Et puis, sur la demande insistante de la mère, a fait une échographie. Et puis, le radiologue, je vous raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée, hein, a proposé, hein, avant de faire l'échographie, de faire un abdomen sans préparation. On est entre nous, hein, donc on peut en parler, hein. Vous savez que quand on va faire un examen d'imagerie, quand on va dans le même temps faire deux imageries en même temps, eh bien, la sécurité sociale n'en compte qu'une. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent, bah, vous faites une imagerie un jour, puis vous revenez pour faire une autre imagerie un autre jour. Ça permet effectivement de facturer deux fois. Toujours est-il que cet enfant a eu un abdomen sans préparation 2 jours auparavant et que là, dans le compte-rendu de radiologie, eh bien, on stigmatise qu'il y a une stase stercorale intracolique. Autrement dit, il y a des selles dans le côlon. Donc, un enfant, il a mal au ventre, il a des selles dans le côlon. Et donc, je nous pose ici, hein, à 20h20, la question qui vous tarabusque, qui a rien à savoir, quel est le rôle du côlon? Si ce n'est d'abriter des selles qui sont à l'intérieur, effectivement, hein. On ne parle pas ici de fécalome, on parle ici de présence de selles dans le côlon. Alors, c'est sûr que si on fait une radio et que cette radio montre des selles, et encore, c'est pas toujours facile à voir, dans le côlon, ben, ok, ça veut dire que le côlon joue son rôle. Maintenant, est-ce que ces selles dans le côlon sont à l'origine de douleurs? Alors là, je ne pense pas que ni le radiologue ni le clinicien peut véritablement statuer sur ce sujet, ce qui veut dire qu'il est absolument interdit devant un enfant qui a des douleurs abdominales, quelle qu'en soit la cause, hein, de prescrire un abdomen sans préparation, de face, de profil, de trois quarts. Quant à l'échographie, c'est véritablement un double tranchant. Pourquoi? Parce qu'il n'est absolument pas rare, je vais même dire fréquent, d'avoir, lors de cette prescription chez ces enfants qui ont des douleurs abdominales, un compte-rendu qui écrit présence de ganglions mésentériques. Ganglion, ça veut dire adénopathie. Adénopathie, ça veut dire parfois boule, quoi. Et quand on a les boules dans le ventre, parfois, ben, ça met les boules pour tout le monde. Pardonnez-moi ce jeu de mots qui est absolument involontaire, mais cet adénolymphique mésentérique ou ces ganglions mésentériques, il est important que nous puissions ensemble, dans l'association de bienfaiteurs que fait l'AFPA avec le GFA-GNP, statuer ensemble sur le fait que, un, sur les comptes rendus de radiologie, il faut prendre de la distance. Ici, vous avez un radiologue qui en même temps est virologue, hein, parce qu'il a vu sur cette échographie qu'il y avait une adénite virale, c'est-à-dire il a l'œil PCR, vous voyez. Et puis, on est dans des situations où, bah, quand on parle de adénopathie, adénolymphique, ganglion mésentérique, vous savez ce que font les parents dans la salle d'attente, hein? Ils ont leur ami de l'intelligence artificielle qui est le moteur de recherche de leur choix et ils tapent. Quand tu tapes virus ganglion ou quand tu tapes ganglion douleur abdominale, voilà ce qui apparaît en deuxième alinéa, lymphome. Et donc, parfois, ben, l'imagerie complète l'échographie et retrouve les adénopathies que l'échographiste avait retrouvées. Autrement dit, on se retrouve devant une anxiété maximale sur des enfants qui ont des douleurs abdominales qui sont a priori fonctionnels quand on fait une bonne analyse clinique et à qui on étiquette le diagnostic d'adénolymphique mésentérique ou de ganglion mésentérique. Et il est important de prendre de la distance et de voir ces deux études qui ont été faites, une en Russie, une en Turquie, où là, ils n'ont pas tellement, tu sais, le CPP, etc. Ouais, très bien. Et alors là, c'est exceptionnel parce que j'adore la typologie de ces deux études qui ont été faites.
et j'adore comment ceci s'est déroulé, à savoir que les enfants sortent de l'école ou sortent de l'institution dans laquelle ils sont et ils font l'échographie. C'est pas genre j'ai mal au ventre, je vais bien, non. Tu sors, tu es dans l'institution, l'école, tu fais l'échographie. Mais tu fais l'échographie. Ah bah ok alors. Alors, les parents, ils disent ok, je signe, et si on peut avoir une échographie à l'œil, pourquoi pas. Et donc, ces petits Turcs et ces petits Russes, en fonction de leur âge, vous voyez, on va prendre l'âge des douleurs abdominales fonctionnelles récurrentes les plus fréquentes, c'est-à-dire entre 4 et 13 ans, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on a entre 7 et 10 ans, qu'on est normal, on va à l'école, parce qu'on a le droit d'aller à l'école entre 7 et 10 ans, et qu'on a une échographie, quelle est la probabilité d'avoir des ganglions mésentériques? Eh bien, c'est quasiment 100%. Autrement dit, l'échographie détecte dans la très grande majorité des cas une normalité qu'on pathologise. C'est important, hein, j'emploie des termes et des néologismes qui n'ont pas de sens, mais qui ont un sens dans votre tête, car les incidentalomes sont, entre guillemets, des véritables tumeurs ou gangrènes qui sont générées par des examens complémentaires. Et il est vraiment important de prendre du recul. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire d'échographie abdominale dans n'importe quelle douleur abdominale. Je suis en train de dire que quand on prescrit une échographie abdominale dans le cadre des douleurs abdominales, il faut avertir les parents et de dire si on trouve des ganglions mésentériques, non seulement c'est pas forcément grave, mais ça veut dire que votre enfant réagit bien, il n'a pas de déficit immunitaire. Soyons avec polarité positive. Qui ici a déjà vu des enfants entre 4 et 7 ans ou entre 4 et 10 ans sans avoir des petits ganglions qui sont palpables au niveau du cou? Tous. Donc vous palpez les coups des enfants et avant l'échographie, vous dites s'il a des ganglions au niveau du cou, c'est qu'il a des ganglions au niveau du ventre. C'est normal, il réagit bien aux petites réactions qui peuvent solliciter son immunité. Donc, je reprends, hein, les adénopathies abdominales sont fréquentes chez les enfants, même asymptomatiques, et ne doivent pas faire conclure trop vite à une adénolymphite mésentérique de signification incertaine. Moi, si on pouvait arrêter là, d'ailleurs, on arrêterait là. Toujours est-il que ces douleurs abdominales fonctionnelles génèrent un discours opérationnel sans vouloir faire de guidelines. Il faut bien avoir en tête que c'est pas parce que c'est fonctionnel que c'est pas handicapant, parce que si on dit c'est pas handicapant, on va négliger la plainte. Or, la mère, elle est dans cet état-là, souvent pire que l'enfant. Et donc, il est important de bien comprendre que ces douleurs abdominales fonctionnelles ont un impact sur la qualité de vie qui est supérieur aux maladies organiques et que ceci a été publié dans une observation, dans une autre publication, dans une troisième publication. Les douleurs fonctionnelles ont un impact majeur dans la qualité de vie, génèrent des douleurs qui sont rapportées comme plus intenses que dans les douleurs organiques. Donc il faut par rapport à cette difficulté avoir une polarité positive dans votre discours. Et là, il n'y a pas 50 solutions, c'est un peu comme en politique. Soit vous allez vers vraiment la droite, soit vous allez vers vraiment la gauche, parce que si vous allez dans une situation de centre, vous vous prenez la maison. Et donc il est important de savoir, est-ce qu'on va vers le village rit ou vers le village pleure? Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir l'orientation qu'il vous faut parce que les douleurs abdominales fonctionnelles sont extrêmement fréquentes et donc on se trouve dans cette situation. Et comment avoir une polarité positive face à cette épidémiologie importante, face à cette demande importante, c'est ce qu'on va voir maintenant, Camille. Alors, c'est vrai que la première chose à faire, Marc l'a dit, c'est de bien identifier ces douleurs abdominales et c'est vraiment le prérequis, savoir si c'est fonctionnel ou pas, et c'est ça qui va nous permettre de les traiter. Euh, alors, on va un peu avoir comme fil guide ce GPS de prise en charge. Donc, cette première question, est-ce que c'est fonctionnel et est-ce que c'est organique? Et une fois qu'on pense que c'est fonctionnel, dans quel cadre exactement on se situe? Et c'est là qu'on fait appel aux experts, à nos fameux experts de Rome, qui ont publié donc,
la description, les définitions de ces troubles fonctionnels digestifs. On en est donc à la 4e version et la 5e version devrait sortir d'ici 2026, on l'espère. Alors, voilà un petit peu le schéma. Donc, il y a des critères de Rome pour les nourrissons, pour les enfants adolescents et puis pour les adultes. Donc là, on a ceux pour les nourrissons donc, qui sont sur la gauche et ceux pour les enfants sur la droite. Et effectivement, donc, il y a un certain chevauchement entre les deux. Et donc, la question, elle est de savoir si ces IBS, ces douleurs abdominales fonctionnelles sont isolées, sont associées à de la constipation fonctionnelle, à des nausées fonctionnelles ou à une dyspepsie, voire même à des vomissements cycliques, puisque c'est aussi en essayant d'améliorer ces différentes typologies, cette différente présentation clinique qu'on va pouvoir répondre, enfin, pouvoir améliorer la qualité de vie des patients et pouvoir proposer quelque chose en termes de prise en charge. Marc, je te laisse les expliquer en détail. Alors, c'est vraiment capital de savoir qu'il y a douleur abdominale et douleur abdominale. En fait, les douleurs abdominales sont soit d'origine dyspeptique, soit correspondent au syndrome de l'intestin irritable, soit s'intègrent dans un cadre de migraine abdominale. Et si c'est rien de tout cela, on parle de douleur abdominale fonctionnelle non spécifique. Si on reprend les alinéas un par un, chez ces enfants-là, ils ont la dyspepsie qu'il va falloir distinguer entre la dyspepsie ulcéreuse et la dyspepsie non ulcéreuse. Quelle est la différence en sachant que c'est des projections de douleur qui se font au niveau épigastrique, donc véritablement sous-sternal. Quand on a une douleur qui s'aggrave au cours du repas et qui devient tellement pénible que l'enfant soit s'arrête de manger, soit a des remontées, soit a besoin d'aller aux toilettes, ça c'est de la dyspepsie fonctionnelle. Si l'enfant, quand il mange, alors qu'il a cette douleur, eh bien ça le calme, en particulier quand il prend des produits lactés, ça c'est de la douleur ulcéreuse. C'est important parce que dans un cas, on va aller faire une endoscopie dans la dyspepsie ulcéreuse. Dans l'autre cas, il est absolument inutile de faire une endoscopie qui va peut-être trouver des lésions qu'on n'attend pas et qu'on va traiter inutilement. Autrement dit, ne faisons pas de prescription d'endoscopie ésogastro-duodénale chez des enfants qui ont des dyspepsies fonctionnelles, c'est-à-dire des douleurs à projection épigastrique qui s'aggravent au cours du repas et qui génèrent soit des reflux, ce qu'on appelle le syndrome de détresse postprandiale, soit ce syndrome de douleur épigastrique qui emmène l'enfant vers les toilettes. Souvent, la mère, elle dit, mais c'est pas possible, il mange, il va tout de suite aux toilettes. C'est pas l'exonération de ce qu'il vient de manger, hein. C'est ce qu'on appelle le réflexe gastro-anal, qui font que quand il y a une distension gastrique importante, eh bien, il y a des afférences nerveuses qui, en même temps, relâchent les sphincters et appellent les enfants d'aller aux toilettes. Ça, c'est la dyspepsie. La dyspepsie, elle requiert un traitement spécifique. Ce traitement spécifique, si on est dans une dyspepsie avec pyrosis, et ça les enfants le disent, hein, dans ces cas-là, mieux que les IPP, c'est les anti-H2 de type famotidine, parce que la ranitidine n'est plus disponible. La famotidine, d'ailleurs, elle n'est pas aussi dans la plupart des pharmacies, on en trouve encore un petit peu. Mais il faut donner donc des antisécrétoires. Et puis, il faut éviter toute distension gastrique parce que c'est la distension gastrique qui génère la douleur. Comment on évite la distension gastrique? C'est assez simple. On ne parle pas pendant qu'on mange. On ne boit pas pendant qu'on mange. On prend du temps parce que ça permet d'expirer. Et on fait en sorte, si c'est possible, de prendre un petit peu de glace au milieu du repas. Je parle plutôt de sorbet ou de glaçons et non pas de glaces qui contiennent des graisses et qui, elles, inhibent plutôt la vidange gastrique. On sait hein, que les deux agents physiques qui favorisent la vidange gastrique, c'est le froid et l'alcool.
Je ne vous apprendrai pas, en particulier s'il y a des Normands qui nous écoutent, que le trou normand n'est rien d'autre qu'une petite glace alcoolisée qui, et c'est démontré en scintigraphie, accélère la vidange gastrique et permet de continuer un repas. Comme nous n'allons pas énoliser nos enfants, eh bien, on va se contenter uniquement de l'aspect froid. Et donc, si on arrive à faire en sorte de donner un petit sorbet en fin de repas en même temps, ça fait une sorte de polarité positive pour chez ces enfants qui ont mal, de dire ils vont avoir un petit cadeau, eh bien, on a quelque chose qui améliore mieux que les plantes. Certains probiotiques à visée gastrique ont démontré une certaine efficacité chez l'adulte, mais je ne peux en parler parce que chez l'enfant, il n'y a pas eu d'essai. Donc la dyspepsie. La migraine abdominale, il faut toujours demander s'il n'y a pas de la migraine dans la famille. Il faut demander si, en plus des douleurs périombilicales avec une fatigabilité intense, l'enfant est très très pâle, il peut avoir mal à la tête, il peut avoir une photophobie, il a volontiers des nausées ou des vomissements. Et on sait très bien que ces migraines abdominales sont associées à une symptomatologie extrêmement polymorphe qui fait très fonctionnel, qui sont des petits vertiges, des petites situations de torticolis, des petits syndromes de Raynaud, ces douleurs articulaires dont on parlait, le syndrome d'hypermobilité, c'est des enfants, ils sont capables de plier leurs mains de manière très très importante. Ça, c'est la migraine abdominale qui est une variante du syndrome des vomissements cycliques qui correspond à une migraine abdominale, mais avec les vomissements qui sont on va dire, dans un premier temps et qui sont dans un premier plan de la symptomatologie. Ces migraines abdominales, il faut les traiter comme des migraines céphalalgiques, c'est-à-dire eh bien, leur proposer des antalgiques de type ibuprofène. C'est une des rares situations où le gastro-entérologue va traiter par ibuprofène. On peut donner du sumatriptan. On peut donner, si on est devant des douleurs qui sont très très fréquentes, des traitements antimigraineux au long cours, comme pourquoi pas des Zernil ou éventuellement des bêta-bloquants. Autrement dit, on a vraiment une pharmacopée qui est avec nous pour essayer de lutter contre ce traitement antimigraineux. Donc, c'est important de faire le diagnostic. Évidemment, quand on a mal à la tête et surtout si on vomit en même temps qu'on a mal au ventre, je rappelle qu'il faut avoir l'IRM cérébral facile, contrairement à ce que j'ai dit auparavant. Là, il faut savoir explorer l'enfant qui vomit de manière cyclique ou qui a mal au ventre de manière cyclique avec ses accès de pâleur. Il faut toujours redouter soit les situations de volvulus intermittent, et donc, dans ces cas-là, il faut faire cette échographie abdominale, non pas pour voir les ganglions mésentériques, mais pour voir la position des vaisseaux mésentériques. S'il y a une inversion des vaisseaux, ça veut dire qu'on peut être dans une situation d'anomalie ou de malrotation intestinale. Et puis, il faut faire une IRM cérébrale pour être sûr qu'il n'y ait pas de lésions sous-jacentes. Et puis, après la dyspepsie, après la migraine abdominale, si l'enfant a mal au ventre avec un trouble du transit très net, soit accélération du transit important, soit au contraire une constipation opiniâtre, eh bien c'est là où on rentre dans ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Ça n'est rien d'autre qu'avoir des douleurs abdominales avec des troubles du transit. Et là, le traitement, il est caractéristique parce qu'il va falloir traiter le symptôme de ce trouble du transit qui va amender, et c'est un des éléments qui permettent d'attester le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable, c'est l'amendement de la symptomatologie douloureuse quand on traite les troubles du transit, que ce soit la constipation ou que ce soit la diarrhée. Je rappelle que sur les formes diarrhéiques de syndrome de l'intestin irritable, les antidiarrhéiques, hein, que ce soit l'imodium qu'on prescrit jamais, que ce soit le smecta ou que ce soit le racécadotril, n'ont que peu, voire pas du tout d'efficacité sur le syndrome de l'intestin irritable parce que c'est des selles qui sont des selles liquides, généralement qui sont des selles
biliaires, c'est-à-dire des selles de colique biliaire. Le médicament qui marche mieux dans ces situations-là, c'est la cholestéramine, le Questran, sachet de 4 grammes, vous donnez 1 gramme kilo. C'est ce qui fonctionne le mieux chez ces enfants qui ont ces syndromes de l'intestin irritable. La constipation, vous savez la traiter. Je ne vais pas insister là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut vraiment éviter quand les enfants ont mal au ventre et sont constipés, surtout quand ils vont aux urgences, c'est de leur mettre quelque chose dans le derrière. Je rappelle qu'on ne traite pas la constipation qui est une difficulté à l'exonération avec un problème de congruence entre la taille des étrons et la taille de l'anus avec des lavements qui sont agressifs et qui sont une sorte de, pardonnez-moi le terme, violation de domicile. Donc, quand on a à faire en sorte que ces enfants-là exonèrent plus facilement, il faut leur donner des doses importantes de macrogol, comme si on les préparait à une coloscopie. Donc, on leur donne un tiers à une moitié de dose de coloscopie. C'est extrêmement efficace et ça évite d'avoir une lésion qui soit générée au niveau iatrogène, contrairement à ce que la littérature française nous insuffle. Et c'est pour ça que ça a véritablement bonne presse de faire des lavements. Rappelons que le malade imaginaire avait besoin de ces lavements prescrits par son médecin, le docteur Burgon, pour arriver à être mieux. Mais rappelons que le malade était imaginaire. Autrement dit, que ces lavements n'avaient que probablement peu d'efficacité. Et j'aime bien cette phrase de Pierre Dac qui résume bien ce que je pense sur ces problèmes de suppositoire ou de lavement. D'ailleurs, si on faisait une image et si à cette heure tardive de l'après-midi ou à cette heure précoce de la soirée, je vous demande de fermer les yeux et de vous mettre dans la peau d'un anus d'enfant, oui, je sais, c'est pas facile. Mais si vous le faites, eh bien, je vous demande de lever et de rouvrir les yeux et de voir la taille du suppôt qui va arriver. Voilà, c'est un peu comme ça. J'ai respecté un petit peu les dimensions entre la taille de l'anus et la taille de ces bonshommes avec la taille du suppositoire. Vous comprenez que ça ne fait pas envie. Donc, on peut avoir les dyspepsies, on peut avoir ce syndrome de l'intestin irritable, on peut avoir les migraines abdominales, et puis si eh bien, ça ne correspond pas au niveau sémiologique à ces douleurs-là, eh bien, dans ces situations-là, on parle de douleurs abdominales fonctionnelles. Ces douleurs abdominales fonctionnelles, eh bien, une fois qu'on en a précisé et attesté leur existence, il faut savoir rassurer avec empathie. Alors, comment on rassure avec empathie? J'ai laissé ça véritablement dans le texte. C'est le concept de d'hypersensibilité viscérale. C'est quoi l'hypersensibilité viscérale? C'est ce qui fait qu'on peut donner du paracétamol, on peut donner n'importe quoi d'antalgique qui donne, qui fonctionne avec les gros vaisseaux, pardon, les gros filets nerveux, eh bien, rien ne fonctionne. Ce ne sont pas les mêmes antalgiques qu'il faut. Ça ne sert à rien de donner du paracétamol, ça ne sert à rien de donner du fluoroglucinol. Savez-vous quel est le nombre de publications qui attestent de l'efficacité du spasfon dans les douleurs abdominales fonctionnelles de l'enfant? Je vous le dis, 1, 2, 3, 0. Il n'y a aucune étude, aucune, qui montre l'efficacité du spasfon. Autrement dit, quand ça marche, ça veut dire que vous avez donné du bon placebo, et ça, pourquoi pas? L'hypersensibilité viscérale, ça veut dire que quand on souffle un ballon dans une partie du côlon ou dans une partie du tube digestif chez un enfant, ben ça fait mal là où on gonfle le ballon. Chez un enfant qui a ces douleurs abdominales fonctionnelles, il a mal partout. Donc il y a à sa fois une diffusion de cette douleur et en même temps une intensité de la douleur qui est exacerbée chez ces enfants-là, qui expriment pour certains un passé conflictuel. Toujours est-il qu'il est intéressant, on est d'accord, Camille, de pouvoir expliquer ça aux parents. Alors essaye de nous dire, même si je sais que cette Camille qui a mal au ventre, c'est évidemment,
tu n'as été en rien dans l'inspiration de cela, n'est-ce pas? Absolument pas. Euh, donc ça, c'est effectivement, on rebondit sur les documents de Lebsgan, là, vous voyez une partie du document, mais il y a toute l'autre partie, c'est une petite bande dessinée. Et en fait, c'est assez important ce document parce que l'enfant va déjà avoir quelque chose qui est à lui, qui parle de ce qu'il ressent. Et moi, je trouve que ça aide aussi à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls, oui, on n'a pas forcément d'étiologie claire à, euh, à leur proposer et que c'est pas toujours facile de trouver des solutions. Donc c'est vraiment des documents que je vous conseille d'imprimer et d'utiliser en consultation. Ça marche assez bien et je trouve que c'est une très bonne idée que l'EFSGAN a eu de diffuser cette campagne. Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu quels sont les facteurs qui vont favoriser ces troubles fonctionnels, ces douleurs abdominales fonctionnelles, on retrouve quand même un certain nombre d'éléments et en particulier des éléments de stress de vie. Hein, le fait d'être souvent puni à l'école ou à la maison, de pas bien réussir les examens. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de bonnes notes, hein, parce qu'en fait, il y a des enfants qui ont des très bonnes notes, en tout cas moi je les trouve très très bonnes, mais elles ne sont pas suffisamment bonnes ou elles ne répondent pas à leurs propres attentes, parce que parfois ils sont extrêmement exigeants envers eux-mêmes. Le fait d'avoir été séparé de ses meilleurs amis, tout ça, ça peut être des facteurs déclencheurs, et donc c'est important d'essayer de reconstruire un petit peu l'histoire de ces douleurs et de comprendre et de mettre des mots dessus pour aussi améliorer les choses. Pareil, hein, la maltraitance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou sexuelle, il faut savoir quand même y penser. Et puis tout ce qui va tout ce qui va avoir été une agression finalement du tube digestif. Des antécédents de chirurgie, l'allergie aux protéines du lait de vache, le fait d'avoir eu des gastro-entérites un peu sévères, des coliques du nourrisson, ou même d'avoir eu des hospitalisations très précoces. Ça, on sait que c'est des facteurs qui vont favoriser la survenue des douleurs abdominales fonctionnelles, donc il faut les rechercher. Euh, une, on va dire, une présentation assez typique, c'est celle des TFI post-infectieux. Donc, avec des enfants qui vont, par exemple, faire une gastroentérite à salmonelle, parfois un petit peu sévère, et qui, au décours, alors qu'ils ont guéri de cette gastroentérite, vont avoir des douleurs abdominales récurrentes qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une agression, finalement, du tube digestif, et on sait que ces éléments favorisent le développement de syndrome de l'intestin irritable. Donc là, c'est important de les identifier parce qu'on peut expliquer aux parents et à l'enfant ce qui se passe. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on a une maladie organique qu'on ne peut pas avoir de douleur abdominale fonctionnelle. C'est même l'inverse, en fait. Chez les enfants qui ont des maladies inflammatoires du tube digestif, notamment la maladie de Crohn, il y a 5 fois plus de douleurs abdominales fonctionnelles. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Et parfois, c'est pas toujours facile de savoir, de faire la part des choses. Je l'ai dit, le fait d'avoir été opéré et typiquement d'avoir une sténose du pylore, quand on a été petit, ultérieurement, ça favorise le risque de développer, ça augmente le risque de développer des douleurs abdominales fonctionnelles dans l'enfance, donc même très à distance. Idem pour une maladie cœliaque qui peut être associée aussi à des douleurs abdominales fonctionnelles. Euh, alors ça, c'était... Marc, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Ce que je voulais dire, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, que ce soit des infections ou de l'allergie, ici, et c'est assez récent, quand on fait de l'allergie petit, on fait plus de troubles fonctionnels intestinaux, beaucoup plus grands. Et donc, dans la marche atopique, où on dit, ben, quand on fait de l'allergie, et ben, ensuite on fait de l'eczéma, de l'asthme, etc., on fait aussi plus de troubles fonctionnels intestinaux. Hmm. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, donc on a identifié ces douleurs abdominales fonctionnelles, un peu le cadre dans lequel elles surviennent, le diagnostic précis, on rassure, on a fait éventuellement des examens complémentaires. Maintenant, comment on va faire? Parce que la plainte, c'est quand même la douleur.
et cette douleur qui peut engendrer des déscolarisations notamment. Alors, c'est vrai que Marc a dit le spasfon, ça marche pas. Ben, en fait, peut-être que si quand même, hein. Alors pourquoi? Bah parce que le placebo est très efficace. Donc ça, c'est une étude du JAMA 2022, mais il y en a eu d'autres précédemment. Et c'est efficace même si on dit que c'est un placebo. Donc là, dans cette étude, ils avaient randomisé les patients pour avoir d'abord du placebo ou pas de placebo, et après, il y avait un crossover. Donc ceux qui n'avaient pas eu de placebo ont le placebo ensuite, etc. Donc, il faut prescrire quelque chose, en fait. Pas forcément, pas forcément, mais en tout cas, c'est une des options et c'est pas inintéressant malgré tout de pouvoir donner du placebo. Alors maintenant, effectivement, on peut même acheter des placebos, Ça, ça ça c'est existe. On peut acheter des gélules de placebo. des gélules ou des gouttes. Voilà, c'est des choses qui se commercialisent. Et puis, bah, c'est vrai on, on prescrit, moi je prescris du Spasson de temps en temps à visée placebo, et même si on le dit comme ça, ça peut fonctionner. Une autre étude sur là, L'hypnothérapie. l'hypnothérapie qui vous montre que parce que c'est vrai que là on a parlé tout à l'heure, tu as parlé du Doliprane, enfin du paracétamol qui n'était pas efficace, etc. Et c'est vrai que il faut en tout cas faire attention, même si on prescrit quelque chose, à ne pas rentrer dans des antalgiques Fort. forts, et en particulier de palier 2. D'abord parce que c'est pas efficace, et ensuite parce qu'on peut se retrouver dans des situations de dépendance qui sont loin d'être rares, hein, notamment quand on commence à introduire du tramadol et des choses comme ça. On se retrouve avec des adolescents qui ont du mal à décrocher, Addict. qui deviennent addicts. Et parfois, effectivement, hein, ils arrivent, ils passent aux urgences, ils sont très très mal, on les met sous nalbuphine, et puis bah, on a un petit peu de mal à s'en détacher, et c'est sans doute pas des très bonnes pratiques parce que ça marche pas bien. Il y a d'autres stratégies, notamment non Pharmacologique. pharmacopées, qui sont donc l'hypnothérapie. Donc là, il y a une littérature qui est assez abondante sur le sujet, avec une franche diminution de l'intensité et de la fréquence des douleurs chez un certain nombre de patients. Il y a donc même des revues de plusieurs études, hein. On a au moins trois études randomisées, contrôlées. Alors, soit c'est avec un thérapeute, soit il y a d'autres approches aussi qui ont été étudiées où on apprend finalement à l'enfant à faire de l'auto-hypnose, ou aidé d'un CD ou maintenant d'autres moyens d'avoir des enregistrements. Et ça aussi, ça marche. C'est peut-être un peu plus facile à mettre en place, en tout cas un peu moins, ça nécessite moins de ressources de soignants. Et ça fonctionne aussi donc sur l'amélioration des douleurs abdominales. Et il semble que ça perdure avec le temps et que ça permette de réduire l'absentéisme scolaire. D'autres thérapeutiques sont également disponibles, notamment chez des patients qui sont très anxieux, comme les thérapies comportementales, où là, on va vraiment apprendre à gérer à l'enfant sa douleur. Donc voilà, il n'y a pas forcément une façon, une approche à privilégier par rapport aux autres, c'est en fonction un peu des ressources qu'on a, mais c'est une autre approche qui a montré son efficacité. La neurostimulation donc de l'oreille, hein, ou les TENS, hein, ont aussi, il y a un peu de littérature aussi sur ce sujet. Donc là, dans cette étude du JAMA Pediatrics, hein, vous voyez le dispositif qu'ils avaient mis. C'est un dispositif quand même assez lourd, donc les patients étaient randomisés pour avoir ou non le TENS. En fait, les deux groupes avaient le dispositif, mais certains avaient ce qu'on appelle du sham, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de décharge électrique, hein, c'est des micro-décharges, et d'autres avaient ces décharges. Donc toutes les 2 heures, en fait, c'était des stimulations de 2 heures, et puis une interruption de 2 heures. Ça durait 5 jours. Au bout de 5 jours, la batterie est vide, et donc il faut recharger le dispositif. Et comme ça, ils étaient traités 4 semaines. Donc là, effectivement, hein, ils ont vu. Alors, la différence n'est pas non plus
si saisissante que ça, mais on voit qu'avec le TENS, il y avait une diminution hein, des scores de douleur maximale hein, comparé au sham, que ce soit donc la douleur maximale ou la douleur dans son ensemble, avec certains patients qui semblaient extrêmement bien répondeurs à ce traitement. Après, ça reste quand même assez lourd à mettre en place et c'est des situations qu'on réserve plutôt à des cas de douleur abdominale très intense pour lesquels on n'a pas on n'a pas trouvé d'autres alternatives. Il y a encore tout un tas d'approches non pharmacologiques hein, qui ont été proposées, en particulier la méditation, le yoga, tout ce qui va être basé sur la relaxation. Donc ça, c'est des choses, et même dans le cas de migraines, hein, qui sont importantes à mettre en place, en plus des traitements pharmacologiques. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on propose de plus en plus dans des situations de douleur abdominale fonctionnelle intense avec des scolarisations. Parfois, c'est une psychothérapie, hein, ça dépend vraiment de la présentation et du contexte de survenue et du contexte général et familial de l'enfant. Alors, par ailleurs, on a maintenant des probiotiques hein, qu'on peut aussi proposer, qui ont montré leur efficacité. On a donc une Cochrane qui a été publiée en 2021, et puis maintenant des recommandations de l'EFSGAN publiées en 2023 sur les différentes euh, pathologies dans lesquelles on peut proposer des probiotiques avec un niveau de preuve. Et donc, le traitement de la douleur et les désordres fonctionnels abdominaux sont tout en bas là, de la du diaporama. Et donc, on en a deux, hein, le Lactobacillus rhamnosus GG et le Limosil Lactobacillus reuteri, le DSM 17-938, qui à ma connaissance est le seul tel que publié qui est disponible actuellement, donc qui correspond au BioGaia, avec un niveau de preuve modéré, hein, mais qui peut améliorer un certain nombre de patients. Donc là-dessus, on a des données quand même solides. On peut... Alors après l'approche diététique, ben, c'est vrai que chez ces enfants-là, il y a énormément de décès. D'ailleurs, la mère vous dit, mais il n'est pas allergique, il n'est pas intolérant à quelque chose, alors il faut aller vite. Et il y a une mode importante hein, de manger sans gluten ou de manger sans lait. Il est certain que quand on mange sans gluten, c'est pas du tout et qu'on est amélioré, c'est pas du tout qu'on a une maladie cœliaque ou une allergie forcément au blé, c'est qu'il y a une situation où l'enfant a, peut présenter des troubles liés au gluten qui est ni auto-immun ni allergique, c'est le sucre du blé et non pas la protéine qui est responsable. Et ça fait partie de la grande catégorie des FODMAPs, qui sont ces sucres fermenticibles non absorbés. Et c'est sûr que plus on mange de FODMAPs, donc plus on mange en particulier de blé et de lactose, et enfin plus importants vont être ces douleurs abdominales, et moins bonne va être cette digestibilité avec, comme on le voit sur ce schéma, une production d'inconfort important. Autrement dit, d'un point de vue non spécifique, mettre ces enfants-là sans lactose ou sans gluten pendant un moment, ça peut avoir un effet, mais en aucun cas, il faut évidemment pérenniser ces régimes qui sont extrêmement difficiles à mettre en route et nécessitent une diététicienne. On voit toutefois que, et chez les adultes, c'est énorme le nombre maintenant d'adultes qui ont déjà la facilité à prendre des régimes déviants, à prendre ces régimes qui sont dits à faible teneur en FODMAPs. C'est important de le savoir. Est-ce qu'il faut mettre tous nos enfants qui ont des douleurs abdominales sous ce régime-là? Probablement non. Je dirais même sûrement non. Il faut vraiment réserver ça à certains qui sont particulièrement récalcitrants. Autrement dit, troubles fonctionnels intestinaux, c'est très facile à interpréter, c'est l'acronyme. C'est très facile à investiguer, c'est l'acronyme. Mais en anglais, c'est IBS et IPS, c'est impossible à bien soigner. Autrement dit, et c'est véritablement important de leur donner cette polarité positive, de leur donner la parole, d'écouter nos enfants, et on finira avec ces maux de ventre qui peuvent être transigés en maux de ventre et quelques maux d'enfants qui nous ont fait sourire et qui font que on est content de se retrouver ce soir entre pédiatres, même si
les plaintes sont parfois difficiles à faire céder. Donc, n'oublions pas que le mal de mer peut être aussi un mal de mer, avec certains mots de parents qui m'ont fait sourire. Alors, c'est sûr que quand la mère va pas voir le bon psy, ben, c'est sûr qu'on a des difficultés dans les résultats. C'est sûr que la spasmophilie peut parfois engendrer quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors, quand les douleurs sont abdominables, alors là, surtout chez un adolescent. Alors là, c'est vraiment insupportable. Alors celle-là, j'avais bien aimé. Il avait mal au ventre et en plus, il a les pieds en Varilux. Alors, je n'avais pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Et puis, cette maman qui, à la place d'une suture, puisque l'enfant a eu mal au ventre après avoir eu une suture qui a été recousue, elle dit, on lui a fait une soudure. J'ai dit, ah bon? Et à la place des stéristrips, elle a dit, on lui a mis des Meryl Streep. Alors, j'ai dit, bon, dans cette situation-là, effectivement, les douleurs vont être probablement intenses, mais dans la prise en soin, on va arriver à faire en sorte que de ces douleurs abdominales avec la polarité positive, on ait une bonne évolution grâce à ce que Camille et moi, on a pu vous présenter et de faire en sorte que ce vol d'oiseau soit interprété comme un sourire. En tout cas, le GFA-GNP et l'AFPA s'unissent pour essayer d'être dans la bientraitance de ces enfants et de ces douleurs abdominales. Si vous avez d'autres questions, sachez que crossdoc.fr est à votre disposition pour répondre à vos questions. On a juste été dans le temps, même un peu dépassé le temps, sans excuse, mais on avait tellement envie de partager ce moment-là avec vous qu'on n'a pas su s'arrêter. Et on est à votre écoute pour les questions que vous seriez amenés à nous poser. Merci beaucoup. Je te laisse, Camille, arrêter le partage d'écran. C'est fait. Merci, merci en tout cas de votre exposé. Eh bien, nous avons quelques questions. Alors déjà, peut-être commencer par nos panélistes, s'ils en ont, le temps que je regarde les questions du chat. Alors, il y a une question auquel Camille a répondu avant même la fin de l'exposé. C'est parfait. C'était pour les probiotiques. Bon, moi, je suis panéliste. Merci beaucoup, c'était super. Bon, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, mais quand même, ça fait drôlement du bien de faire cette remise en tête. J'ai une petite anecdote. J'ai vu un enfant un jour qui avait un sparadrap sur le ventre à côté du nombril. Donc, j'ai dit à la maman, mais maman, qu'est-ce qu'il a? Et elle avait oublié qu'il avait ça, elle venait pas pour ça. Et elle m'a fait un clin d'œil et elle m'a expliqué qu'il avait très, 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 très mal au ventre le matin et que chaque fois, lui mettait un sparadrap et j'ai trouvé ça super. Bon, moi, ma question, c'est, je ne comprends pas très bien les histoires de FODMAP, de l'intolérance au gluten, pourquoi ça se révèle. Vous avez quand même dit qu'il y avait beaucoup plus d'allergiques chez les gens, beaucoup plus de douleurs abdominales fonctionnelles chez les allergiques. Vous avez dit que donc, pourquoi il n'y aurait pas des allergies au gluten ou des allergies euh, ou des intolérances autres révélées tardivement? Euh, Comment faire la part avec les intolérances au FODMAP? Les régimes au FODMAP, sans FODMAP sont absolument épouvantables. Donc, c'est un peu ça qui me tracasse dans ces histoires de douleurs qui sont à la frontière de l'organique, parce que s'il y a une allergie à un FODMAP, bah, c'est plus fonctionnel. Donc, d'abord, on est allergique, comme tu le sais, à une protéine. Donc, les FODMAPs étant des sucres, on ne peut pas parler d'allergie aux FODMAPs, on Alors, va parler l'intolérance, d'intolérance. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est certain que chez un enfant qui a mal au ventre depuis longtemps, si on voit qu'il grossit pas très bien ou qu'il a des signes qui sont tangents, faire des IgA total et IgA antitransglutaminase, c'est quelque chose que nous sommes amenés à faire volontiers. Donc, il faut savoir éliminer des vraies maladies cœliaques. Mais ce dont on a parlé, ce sont des intolérances à ces sucres qui ne correspondent absolument pas ni à une allergie, ni à une maladie cœliaque. Il y a un caractère qui est un caractère de digestibilité qui fait que
mais même quand on est adulte et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir mal au ventre, si vous prenez un repas qui est très riche à la fois en lait et en farine, vous allez avoir des petits ballonnements abdominaux. C'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des appels d'eau des secteurs extraluminodigestifs à l'intérieur de la lumière digestive, parce que l'osmolarité qui est à l'intérieur de ces sucres non digestibles et fermenticibles vont être plus importants. Donc c'est quelque chose de non spécifique. Mais à partir de quelque chose, on va dire, de non spécifique, en faire la base d'un traitement, c'est là où, à mon avis, c'est très, très discutable. Et un enfant qui a des douleurs abdominales fonctionnelles sans diarrhée et des douleurs abdominales qui sont acceptables, on va dire, lui mettre en route un régime sans FODMAPS, c'est quelque chose qui peut être dangereux parce que, comme tu viens de le dire, c'est très difficile à mettre en route et à pérenniser pour garder l'équilibre nutritionnel des enfants, qui est quand même notre rôle principal. Moi, D'accord. je pense vraiment qu'il faut pas mettre en route ces traitements-là s'il n'y a pas une diététicienne qui est là et qui calcule un petit peu ce qu'il faut leur donner. Donc, je suis d'accord avec toi, Catherine. Je suis pas bouillant et c'est d'autant plus important que la pression est importante parce que, comme vous le savez, il y a une récurrence familiale de ces troubles fonctionnels intestinaux avec des parents qui ont souvent eux-mêmes des troubles fonctionnels intestinaux. Et alors là, pour connaître les gastro-entérologues d'adultes, alors, les gastroentérologues d'adultes, eux, dans 2 tiers des cas, ils leur mettent des régimes comme ça, hein. Et pour compléter ce que dit Marc, faut vraiment faire attention à ces régimes, notamment chez l'adolescent, hein. Il y a des vraies dépressions, hein, des troubles de l'humeur qui ont été décrits quand on commence à être restrictif comme ça peut être très compliqué pour eux. Et les adultes, là, commencent à montrer que les adultes qui suivent bien ce type de régime restrictif ont très souvent des troubles du comportement alimentaire associés. Et ceux qui n'en ont pas, ils arrêtent parce que c'est des régimes qui sont souvent très, très contraignants. Donc, attention à ce type de prise en charge qui peut parfois avoir des effets plus délétères que bénéfiques. Merci beaucoup. Et justement, pour continuer sur les régimes alimentaires, on a quand même beaucoup d'enfants qui ont une déviation de leur ration alimentaire en faveur des sucres, tout simplement, en fait, hein. Est-ce que tout simplement déjà rétablir, entre guillemets, un équilibre alimentaire C'est sûr, avec un peu plus de fibres, c'est pas déjà... mettre plus de fibres, réserver les boissons gazeuses et sucrées au moment de fête, les bonbons pareils. Enfin, il y a des mesures diététiques simples qui, effectivement, semblent intéressantes et importantes de mettre en place, mais il ne faut pas non, complètement supprimer. Il faut que ça reste possible dans des moments, les anniversaires, enfin, les moments Mm, qu'on a envie de fêter, quoi. mm. Et justement, là, pour revenir sur le gluten, pour être très sur une marche à suivre, c'est quand qu'on va penser à marquer ce bilan pour chercher la maladie cœliaque? Ah, vas-y. Bah, à partir du moment où il y a ces fameux signes d'alerte, hein, les red flags de tout à l'heure, hein, Mhm. s'il y a des difficultés de croissance, s'il y a une diarrhée associée, voilà. Si on a d'autres éléments, alors c'est vrai que la maladie cœliaque, c'est extrêmement variable, hein, les modes de révélation. Donc, on fait assez facilement, mais un enfant qui a des douleurs abdominales anciennes, qui grandit bien, qui va bien, etc., il y a pas, on va pas forcément aller lui faire un bilan de maladie cœliaque. Si en revanche, il grossit pas très bien, il est plutôt petit, il a des troubles, des troubles digestifs, type diarrhée, tout ça, on va le faire facilement. Ok, C'est IgA total et IgA antitransglutaminase. super. Une question sur le chat. Côlon irritable et intestin irritable, c'est la même chose. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas que le côlon qui est irritable, c'est l'intestin dans sa Dans sa- globalité, donc c'est la nouvelle dénomination. Mais il peut rester, cette personne avec le côlon irritable, ça gêne personne. Mais on dit maintenant syndrome de l'intestin irritable. Merci beaucoup. Je rappelle à toutes les personnes qui sont connectées qu'elles peuvent poser leurs questions sur le chat. Moi, j'avais juste une autre question, c'est à propos de la désimpaction. Donc, tu parles d'un traitement qu'on donne comme les coloscopies, hein, à raison d'un tiers ou la moitié visiblement du sachet, là. La seule chose, c'est qu'en ville, est-ce qu'on n'a pas quand même, on ne va pas craindre la déshydratation?
Enfin, nous, on les traite, on les renvoie chez eux. Donc, Ouais, ouais, non, non, moi je fais ça en traitement ambulatoire, hein, je sais pas toi. d'accord. Oui, après, la vraie difficulté, c'est qu'ils le prennent. Oui, C'est souvent ça la limite. Après, non, il n'y a pas de. Ces posologies-là, c'est bien toléré. Non, mais en revanche, ça peut être assez compliqué à prendre en pratique, même si on cherche à éliminer au maximum les lavements. Et en fait, au bout d'un moment, juste les parents ne peuvent plus les faire parce que les enfants refusent. Donc pour ok. ces préparations, c'est mieux de faire ça le week-end parce qu'il faut quand même qu'ils aient pas envie d'aller à l'école rapidement aux toilettes. Et donc on prend la solution, si on prend une solution de macrogol, je le dis sans conflit d'intérêt, comme pour les coloscopies, comme par exemple du Clean Prep, du Fortran ou quelque chose comme ça. Au lieu de donner 70 millilitres kilo, on donne, on va dire, 20 à 25 millilitres kilo, qu'on donne à jeun en 2 fois. Et ça peut donner véritablement une vraie purge qui améliore le confort ensuite de ces enfants. C'est vraiment quelque chose qu'on fait en consultation ambulatoire, hein. Donc, on peut y aller. Évidemment, il ne faut pas le faire chez les nourrissons. Et évidemment, il ne faut pas le faire chez les enfants qui ont des couches, parce que on sait très bien qu'à ce moment-là, il peut y avoir justement une agression, hein, des fesses, avec des fesses qui sont parfois brûlées justement par cette désimpaction qui peut donner des selles un petit peu acides en contact fréquent avec les couches. Ok, merci. Fabienne, tu avais une question? Oui, en fait, c'était pour intervenir au sujet des cœliaques avec des troubles fonctionnels digestifs, parce que moi, je me suis bien fait avoir une fois, hein. Une petite, il y avait des plaintes vraiment, qui faisaient troubles fonctionnels digestifs, pas du tout de cassure de la courbe de poids ni de taille. Et puis, la maman a une amie qui connaît un gastro, ils vont voir un gastro, il lui fait les IGA, bah, c'était positif. Du coup, maintenant, je l'ai fait très facilement. Alors, c'est un problème, ça, d'épidémiologie, hein. Ah C'est-à-dire que oui. la maladie cœliaque, c'est, je dis, asymptomatique, hein. La maladie cœliaque, en général, symptomatique et asymptomatique, c'est 1 sur 200. Donc, on a forcément, hein, quand on fait des screenings larges, des possibilités d'avoir des éléments positifs. Alors, quand on est en gastropédiatrie, on va pas vous dire il faut prescrire dans tous les cas. En tout cas, les études qui ont été faites dans des centres primaires de premier accès aux soins chez tous les enfants qui ont des douleurs abdominales, sur des séries où on fait un screening de maladie cœliaque chez tous ces enfants-là qui ont mal au ventre, versus un screening de maladie cœliaque chez tous les enfants qui n'ont pas mal au ventre, on n'a pas de différence significative. Mais au niveau individuel, l'histoire que tu racontes, on l'a tous vécu, hein. Donc après, c'est un problème, on va dire, de coût. La maladie cœliaque, c'est fréquent, hein. Oui, quand même. C'est pour ça aussi que dans les signes d'alerte, hein, le fait d'avoir un antécédent familial, hein, notamment qui est important sur la maladie cœliaque, ça doit favoriser, on va dire, la prescription du dépistage dans ces situations où l'enfant est symptomatique. Merci. Pour aborder un autre sujet, j'ai vu que tu disais qu'il y avait des liens, alors, a priori, entre des enfants qui auraient présenté des coliques, entre guillemets, du nourrisson, et le fait d'avoir plus tard des troubles fonctionnels. Donc là, il y a des relations, il y a des articles qui montrent des relations entre les deux. Oui. D'accord. Ok. Donc, Et ça, c'est pour tous les TFI? on sait que quand on fait des troubles fonctionnels intestinaux quand on est petit, on est plus amené, statistiquement significatif, mais pas forcément les mêmes, hein, à Mhm. faire des troubles fonctionnels intestinaux quand on est plus grand, Ou des migraines. C'est ou des migraines. c'est l'hypersensibilité digestive. Je me Voilà. souviens D'accord. d'un garçon, je me souviens d'un garçon qui devait avoir une dizaine d'années, qui avait des douleurs postprandiales et épigastriques absolument épouvantables. Et j'avais fini par l'adresser à Thierry Lamiro, qui avait fait une fibro. Il avait une œsophagite interstitielle et il l'avait traité avec du Flixotide inhalé. Mais est-ce qu'on peut avoir la même chose au niveau intestinal?
Alors Ah, là, tu nous gênes un peu parce que tu racontes une histoire de chasse, si je puis dire. ah Euh, ouais, c'est très rare. Ouais, il m'avait dit que c'était. C'est-à-dire que Ouais. Euh, je pense que j'ai déjà vécu cette situation à une ou deux reprises, et c'était pas des tableaux de douleurs abdominales isolés, c'est-à-dire que c'était vraiment des douleurs avec des vrais pyrosis, avec des sensations un petit peu de brûlure ésophagienne dans ma très modeste expérience, mais j'en ai pas vécu des caisses. Donc, pour répondre clairement à ta question, est-ce qu'il y a des Ah. gastrites chez l'enfant? Bien sûr, il y a des gastrites chez l'enfant. Est-ce que il faut faire devant toute douleur épigastrique une endoscopie? C'est pas le bon message. Maintenant, Non, 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 c'était bien sûr, il l'avait fait parce que c'était vrai, ça traînait et puis c'était des douleurs terribles, quoi. hmm, Moi, j'ai deux questions, Mhm. si j'ai le droit. Oui, bien sûr. Ma première question, qui va avec ce que je fais tous les jours, c'est quelle place vous donnez à la calprotectine fécale? Parce que d'abord, dans les MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques intestinales, tout le monde sait que les douleurs fonctionnelles sont fréquemment associées. Et que du coup, avant qu'ils arrivent au diagnostic, on les a facilement taxés de fonctionnels. Et si vous voulez, je vous pose ma deuxième question, comme ça vous. C'est comment vous amenez les parents qui souvent pensent que leur enfant, parce que c'est comme vous dites, très douloureux, très absentéiste, très la nuit, tout ça, au fait que ce soit fonctionnel et que ça se termine avec ben, ce type quoi, de lithothérapie, tout ça. Comment vous faites en fait? Parce que c'est pas si simple. je commence par la deuxième question. Mhm. Euh, le principe, c'est le principe de la médecine qui n'est pas un art photographique, mais un art cinématographique. C'est des enfants, et d'ailleurs, dans tout ce qu'il nous a raconté, c'est la même chose. C'est des enfants qu'on ne voit pas une fois. C'est des enfants qu'on doit voir une fois, deux fois, trois fois. Et en aucun cas, on fait en sorte d'emblée de dire c'est fonctionnel, il y a une part qui est très, entre guillemets, somatoforme ou il y a des traitements non pharmacologiques à faire. C'est véritablement au bout de la quatrième, cinquième consultation qu'on commence, quand on a un bon contact et une proximité avec la famille et les parents, qu'on commence à parler de ça. Maintenant, c'est toujours difficile, mais on voit bien que on fait des essais empiriques parce que les enfants ne répondent pas tous au même traitement. Vous avez vu tout l'arbre et tous les différents niveaux de traitement qu'on peut avoir. Et donc, ce bouquet de possibilités, eh bien, il faut savoir qu'il y a effectivement ces traitements-là qui sont à proposer, mais on les abat pas et on les propose pas du premier coup. C'est vraiment des choses qui vont dans le lien particulier qu'on peut avoir avec les parents. Et au bout d'un moment, ils acceptent parce qu'ils voient bien que on est dans une situation où c'est eux, en fait, qui amènent la possibilité de ce traitement. Et à ce moment-là, il faut vite rebondir pour aller dans leur sens. Je réponds pour Donc, l'autre question sur laquelle protectine fécale, qui effectivement est maintenant remboursée, en tout cas pour le suivi des maladies inflammatoires du tube digestif. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. En revanche, pas pour euh, le dépistage. le dépistage et pour son utilisation devant une douleur abdominale fonctionnelle. Donc, après, la valeur prédictive de la calprotectine fécale est négative et très bonne, hein. Si jamais elle est normale, c'est extrêmement rassurant, mais enfin, l'examen n'est pas remboursé. Et à titre personnel, moi, je ne la prescris pas dans ces situations. En général, on n'en a pas besoin, sauf si il y a une suspicion de Mickey. Mais là, voilà, on va se retrouver dans un autre cadre diagnostique. C'est plus dans cette situation-là. Donc, pour l'instant, on va dire en routine, dans cette indication-là, c'est vraiment pas c'est pas un examen qu'on réalise habituellement.
Maintenant, pour aller dans ce que tout le monde voit, c'est-à-dire que le problème quand on est pédiatre et qu'on commence à avoir quelques cheveux blancs, le problème c'est que, eh bien, on dit des choses et on a tous et toutes et tous vécu des situations. Moi, c'est la semaine dernière où il y a une collègue qui m'a dit, tiens, je viens de voir ton patient que tu suis depuis 2 ans. Qui a des douleurs abdominales avec un transit un petit peu rapide, qui grandit bien, qui grossit bien, qui a absolument aucun autre signe. Et puis la maman m'a demandé de faire une calprotectine fécale parce que elle a dit j'ai les moyens de me la faire. J'ai adoré cette expression. Et donc elle l'a fait. Cette calprotectine était à 3000. Il a vu un gastro-adulte qui a trouvé une maladie de Crohn. Voilà. Alors, est-ce que avec un cas comme ça, ici, on est entre spécialistes de la petite enfance, il faut dire, bah, il faut faire une calprotectine fécale à tous les enfants. Est-ce que bah, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que il y a toujours le syndrome de l'aiguille dans le botte de foin, c'est-à-dire que c'est de la médecine individuelle, il y a des grands guidelines qu'on peut proposer, mais qui ne s'est jamais trompé n'a jamais rien fait. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus généraliser sur des cas spécifiques que nous avons vécus, toutes et tous. Il faut accepter de se tromper. Il faut que les parents aussi hein, sachent qu'on doit accepter de se tromper et que euh, ce que tu dis, c'est une réalité. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut faire j'ai- là, il vient de sortir la semaine dernière l'inutilité du dosage de la TSH dans les constipations opiniâtres. Ça vient d'être publié. Bah, c'est vrai que l'hypothyroïdie peut donner des constipations chez l'enfant. C'est vrai. C'est vrai que, on a déjà vu un enfant très constipé avec tout à coup un diagnostic de. Mais est-ce qu'il faut doser la TSH à tous les enfants qui sont constipés? Ben voilà. Donc, sur la calprotectine, c'est touchy, mais dès qu'on a un signe, dès qu'on a une sensation, mais c'est ce qui fait la grandeur de la pédiatrie, c'est-à-dire que on sent quand il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Maintenant, on peut pas faire du 100%. Faire du 100%, c'est pas de la médecine, c'est pas une science exacte. Merci Merci. beaucoup. Je Des voulais, questions sur le oui, chat? moi, je te remercie en fait pour le topo. On a régulièrement des internes qui ont du mal avec les red flags et en particulier avec les douleurs nocturnes et l'absentéisme scolaire. Et j'ai trouvé que le topo de Marc et Camille était extrêmement bien illustré avec de la bibliographie. Donc, je voulais les remercier pour ça. Et j'espère, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de participants, mais j'espère que les participants diffuseront à leurs internes de façon à ce que ce soit fluide. Merci. Alors, quelques questions encore. Doit-on maintenant appeler les TFI les troubles de l'interaction intestin-cerveau? Oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, le brain-gut axis est à la mode, donc on peut appeler ça comme ça. Ça pose pas de problème. Si ça fait plus chic, allons-y. Nickel. Pour les vomissements cycliques, une question quand même. Est-ce qu'il y a un bilan minimal avant peut-être effectivement d'aller à l'IRM au niveau métabolique, sanguin? Ah oui, alors là, il faut être académique. Donc ça, c'est publié, hein. Les Oui. vomissements cycliques c'est un diagnostic qu'on ne peut poser que s'il y a eu une échographie abdominale à la recherche de la position des vaisseaux mésentériques, une IRM cérébrale, ça fait partie du bilan, et une chromatographie des acides aminés sanguins urinaires et une chromatographie des acides urinaires en particulier avec la recherche d'acide orotique. Donc, tu vois, c'est écrit noir sur blanc. Et une fois que tout ça, c'est normal, on peut dire syndrome des vomissements cycliques. Merci. Anne nous dit que la calprotectine serait remboursée maintenant. Oui, oui. Pour le suivi. Pour le suivi des maladies. D'accord, et pas du tout dans le dépistage. Donc nous, ça sert à rien qu'on fasse des ordonnances en ville. Si, si, mais Très bien. ça coûte 150 euros. Voilà, c'est pas remboursé dans ce cadre-là. Ok, et enfin, une dernière question. Pouvez-vous prévoir une présentation sur les troubles fonctionnels du nouveau-né?
Ben, Avec avec plaisir. plaisir la prochaine fois. Voilà. Marc, tu as dit quoi dans les vomissements, dans les vomissements cycliques, tu as dit quoi avant l'IRM cérébral, le premier examen? L'échographie abdominale avec la recherche de la D'accord. position des vaisseaux mésentériques. Eh bien, je crois qu'on arrive tous à la fin de nos questions, à moins que Alors, nos panélistes en Sandra, aient. juste une Oui? question pour Ah, Marc. vas-y, Fabienne, j'ai pas vu ta main levée. Cette fameuse échographie abdominale, parce que moi j'ai eu des vomissements cycliques, mais je ne savais pas qu'il fallait regarder le sens des vaisseaux mésentériques. Est-ce que tout le monde, tous les échographistes peuvent faire ça? Il faut vraiment leur préciser. Ah, il faut le préciser. Faut le préciser sur la demande. J'ai Préciser Mais sur la... j'ai pas forcément d'échographiste pédiatrique. Les écho-adultes, ils peuvent le faire si on leur demande. la position des vaisseaux. Ouais, la position des vaisseaux, je pense que c'est faisable. Il faut juste voir où est l'artère et la veine mésentérique. Si D'accord, c'est pas inversé. Et pourquoi ça fait des vomissements cycliques, ça, quand ils sont Parce pas que, au bon en fait, endroit? ça veut dire qu'on est dans une position où la racine du mésentère n'est pas en bonne situation et donc on est à risque de malrotation intestinale. d'accord. C'est En comme fait, un volvulus. c'est un diagnostic d'élimination des autres causes qui peuvent donner des vomissements comme ça. Bah, ou sinon, tu peux demander à l'ancienne un TOGD, un transit ésogastro-duodénal, et tu vois où est la position de l'angle de Treitz. Et si l'angle de Treitz, qui est l'angle du duodéno-jéjunal, est mal placé, c'est-à-dire qu'il est central ou qu'il est situé à droite de l'estomac, c'est une situation qui est aussi une situation à risque. C'est une autre manière de faire. Merci. Merci. Bah, dis donc. Alors, une toute dernière question. Le trou normand avec du champomis, ça marchera pas? Ah bah voilà. Eh bien, je vous le dis, ça ne marche pas. Parce que je l'ai fait en double aveugle, je l'ai essayé véritablement. Je ne pouvais plus, alors que c'est une libération, c'est véritablement fantastique ce trou normand. Je pense que c'est une très bonne conclusion pour arriver, pour ceux qui n'ont pas mangé, dont ça nous fait, dont on fait partie, pour attaquer notre repas. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci J'espère à très beaucoup. bientôt. Camille. Et merci Merci à à tous. vous. Merci beaucoup. Eh bien, une bonne soirée à tous. Merci de votre présence. Et puis, n'oubliez pas qu'il y aura aussi la nécessité de répondre au petit questionnaire, le petit questionnaire de satisfaction. Et ce questionnaire, je vous l'affiche pour tous ceux qui sont encore connectés. Vous pouvez effectivement cliquer sur ce lien ou le prendre en photo avec votre téléphone portable. Pendant la déconnexion de tous et chacun, moi, je le laisse afficher et je fermerai la session. Voilà. Merci à tous, à toutes et une Ciao. belle soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Sandra. De Merci. rien. Merci Camille, merci Marc pour votre présence. Et puis, je vous ferai passer le replay si j'arrive à le mettre en place. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir Fabienne, au revoir Catherine.